Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2025, il est 8 heures. Et comme chaque matin, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Alors aujourd'hui, en compagnie de notre ami Ahmed Grigassé, nous allons continuer sur la lignée de l'histoire de l'émir Abdelkader. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser en compagnie de Ahmed Grigassé, donc de l'équipe qui accompagnait l'émir Abdelkader, notamment le ministre, donc son ministre, il s'agit donc de Mustafa Ben Touhami. Nous allons revenir sur cette personnalité, sur son combat aux côtés de l'émir Abdelkader, mais aussi dans l'enseignement et l'encadrement. Nous allons nous intéresser également ce matin au Festival international du cinéma d'Alger qui a commencé le 4, qui va se poursuivre donc jusqu'au 10 de ce mois. Nous sommes déjà à la 12e édition et nous allons avoir des invités qui vont participer à cette 12e édition. Nous nous intéressons également ce matin à notre rendez-vous de l'intelligence artificielle et aussi du marketing, un rendez-vous qui nous est donné du 7 au 8 décembre. Alors c'est un Marcom conférence, voilà, donc autour de l'intelligence artificielle et du marketing. Page santé que nous allons ouvrir en votre compagnie, en compagnie de Agnès c'est rire, comme chaque samedi. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux aliments indispensables à la saison hivernale, justement, encore une fois, pour protéger sa santé. Il n'y a pas mieux que l'hygiène de vie et particulièrement l'hygiène alimentaire. Et nous terminons l'émission donc avec une campagne de solidarité, de volontariat qui a été lancée par le Croissant Rouge. Voilà donc pour le programme de cette matinée, mais avant cela, ce sera pause musique.
une belle reprise faite par le groupe Dzaïr. Et comme chaque samedi, nous retrouvons notre ami Ahmed Ghali Ghassan. Et cette fois-ci, comme je vous l'ai dit au sommaire, il va continuer donc avec l'histoire de l'émir Abdelkader. Cette fois-ci, il va s'intéresser aux donc, personnes qui sont très proches de l'émir Abdelkader. Cette fois-ci, ça va être son ministre et ce sera juste après cela. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va? Ibarak fik, Allah yسلمك, ça va? Tu as passé une bonne semaine? Alhamdulillah, ça va. Riche? Pluvieuse. Pluvieuse, fraîche, ah oui, oui. fraîche. Mais elle était riche dans ce cas-là. Elle était riche, alhamdulillah. alhamdulillah. On va continuer sur l'annoncé de l'émir Abdelkader. Donc, on est revenu la semaine dernière sur le Moubaya'a, n'est-ce pas? Sur la première Moubaya'a. Voilà, nous sommes revenus sur la première Moubaya'a et on sait très bien que l'émir Abdelkader est le fondateur donc, de l'État algérien moderne. Il ne l'a pas fait seul, c'était toute une équipe qui l'a accompagné et aujourd'hui c'est son ministre, duquel nous avons... L'émir Abdelkader, ce qu'il a fait, c'est une refondation. Oui. La refondation de l'État algérien sur de nouvelles bases, on en a parlé. Ils sont revenus chercher un ancrage dans la sunna du prophète salam. Donc ils ont fait la bay'a, ils sont organisés, mais ça ne les a pas empêchés de moderniser un peu les structures, de moderniser les secteurs économiques, de ramener des d'apporter un nouveau souffle. Exactement, c'est ça. Donc ce qui est, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, donc en regardant un peu la biographie de l'émir, elle est bien connue, elle a été travaillée. Bon, il y a des aspects qui n'ont pas encore été étudiés, c'est sûr, parce que c'est quand même toute une vie. Mais la question se pose sur les gens qui étaient autour de lui. Qui était autour de l'émir Abdelkader? Est-ce qu'il était seul? Est-ce que vraiment c'est un génie qui est né comme ça, ex nihilo, il a commencé à travailler seul, il n'y avait personne, donc ça c'est pas normal. Donc. Mais en voyant un peu, on en a déjà parlé la dernière fois, donc tous ceux qui étaient à côté de lui, que ce soit sa famille proche, donc ses frères, ses neveux, son père, sa maman, sa femme aussi, et puis les cousins, et toute la famille. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de ulama, des gens qui étaient formés pour être des ulama. Donc, et c'était des familles de tradition savante. Donc, quand on voit un peu toute la région, Maaskar à l'époque, on l'appelait Rachidiya. Donc, c'est la région de Rachidiya. Puis, on appelle aussi Sehl Ghris. Donc, c'est la vallée de Ghris. Donc, quand on voit un peu, on voit qu'il y avait des familles. On peut marabter, comme on dit dans certaines régions, des familles maraboutiques, mais c'était des familles qui avaient comme tradition la transmission et la pérennisation du savoir. Donc c'était sa famille, Oulad Sidi Qadab el-Mukhtar, donc c'était une famille très connue. Donc. Mais il y avait d'autres familles aussi, donc il y avait des familles chérifiennes aussi qui avaient cette tradition, qui avaient leur zawiya, leur madrasa. Aujourd'hui on parlait de son lieutenant proche, donc de son khalifa, de son ministre, Sadr al-A'lam, il a occupé plusieurs postes, Mustafa bin Touhami. Là je ne sais pas si c'est là. On va voir une image, je pense qu'elle est un peu inventée. Ça, c'est peut-être le père de Mustafa bin Touhami. Son père était un alim, c'était un grand, c'est le qadi, le mufti de la région de l'Oranie, toute l'Oranie. Il était mufti à Oran, donc il a occupé ce poste. Et c'est parce que c'est une famille chez qui il y avait une transmission dans le qada. C'était une famille de juges. On les appelle aussi, notamment, Oulad al-Qadi. La famille de Oulad Haïmiya, donc comme on fait chez nous, donc c'est Oulad Sidi Touhami, donc c'est lui, c'est je pense c'est Mustafa bin Touhami, exactement, c'est lui-même. On a peut-être un petit tableau, donc ils ont dû un peu prendre quelques traits de quelques tableaux parce qu'il était à côté de l'émir Abdelkader, mais on sait très bien que c'est pas des photographies parce qu'il est mort avant l'émir Abdelkader. Donc quant au degré de lien, de rapprochement avec l'émir Abdelkader, il était à la fois le fils de sa tante paternelle, donc la tante paternelle de l'émir Abdelkader, la sœur de Mahidine, c'est un cousin germain, voilà. Exactement, la Kultouma. Donc elle était mariée à Ahmed bin Touhami, au père de Mustafa bin Touhami. Et Mustafa bin Touhami s'est marié avec la sœur de l'émir Abdelkader, Lalla Khadija.
c'est sa sœur, donc Shqiqa. Oui. Parce qu'il a des demi-frères et demi-sœurs, d'autres. Mais c'est sa sœur, donc c'est la sœur de l'Amir Abdelkader, qu'il dépassait d'un an ou deux, donc elle était à peine plus âgée que l'Amir Abdelkader. Donc elle s'est mariée avec Mustafa bin Touhami. Et apparemment, peut-être que l'Amir Abdelkader a étudié aussi chez Mustafa bin Touhami quand il a fait son séjour à Oran, parce que, bon, dans des conditions un peu particulières, il est dépassé en âge un peu. Donc, On comprend un petit peu le choix, hein, finalement. oui, Là, parce que c'est justifié. bien sûr, on va dire oui, on va dire oui, c'est peut-être parce qu'il y avait des liens. Les liens, ça garantit la confiance, Ça garantit la confiance, oui. c'est une garantie contre la trahison. Mais quand on voit aussi le CV, le parcours, ça justifie. C'est pas des gens c'est pas du. Le parcours, le milieu aussi, donc Voilà, un père déjà cadé. Voilà, exactement. C'est pas le marifa. Oui. Non, non, c'est pas du tout ça. Parce que on va voir que le Cheikh Mustafa bin Touhami, c'était aussi donc il a participé à l'organisation de l'État. Donc il a été au début, il a été juste inscrit chez l'Émir. C'était son secrétaire proche. C'est le premier secrétaire de l'Amir Abdelkader. Puis petit à petit, avec le départ de son père, Ahmed bin Touhami, quand il est parti donc apparemment il s'est exilé en 1836 à peu près. Donc je pense qu'il a profité du le premier traité des Michel pour partir au pèlerinage, mais il est décédé en Égypte, il n'est pas revenu. Oui. Cette lettre qu'on voit, apparemment, c'est la calligraphie de Ahmed bin Touhami, donc du père de Mustafa. Je ne sais pas. Du tout. J'arrive pas à lire, je suis désolée. Du tout. Alors là, c'est pas. Bon, après, c'est très petit aussi. Oui. Si on a le document, peut-être que ça va C'est être un plus acte. facile. C'est un acte Oui. notarié, écrit par le Qadi. Donc, il fait tout pour que tout soit dans une page. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il réduit. Donc, et il doit tout mettre. Ils ont leur langage, un vocabulaire très spécial. Et on voit aussi que c'est l'écriture d'un alim, parce qu'elle est rapide, elle n'est pas belle, disons-le comme ça, mais bon, elle est lisible, bien sûr. Encore une fois, je remercie tous les amis qui mettent tous ces documents, notamment les deux amis qui ont étudié Mustafa bin Touhami. Ils ont écrit 2 livres sur lui. C'est Taqiyuddin Boukabar. On va voir les couvertures de leurs livres, et Salahuddin bin Naoum. Donc c'est les spécialistes en fait de la région. Ils sont de Mascara, donc ils connaissent très bien. Donc le départ du père, automatiquement c'est le fils qui va occuper un peu les charges qu'occupait son père. Donc il rentre au plus près de l'Amir Abdelkader. Donc il devient surtout, avec le décès de Khalifa de Maaskar, c'est le gouverneur de la région de Maaskar. La région, elle était entre Sidi Bel Abbas et Chlef, donc entre l'Est et l'Ouest des 2 régions, avec comme capitale Maaskar. Donc tout ça, il devait l'organiser, avec l'organisation qui était essentiellement elle n'était pas géographique, donc elle était plus démographique. On s'intéressait au lot de personnes, on s'intéressait aux tribus. Donc c'est ça l'organisation d'un État chez les musulmans, on s'intéresse aux personnes. Quand il y a un État qui se crée, c'est sur la mubaya'a qu'on se base, c'est pas sur la région géographique, parce que géographiquement, donc les frontières peuvent se déplacer, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on a une mubaya'a dans Firqat al-Insan, donc il doit respecter, parce que c'est un engagement. Donc là, c'est Nail al-Amani wa Nashr al-Tahani, bitarjamat Cheikh Mustafa bin Touhami al-Bouamarani. Ça, c'est le titre choisi par Taqiyuddin Boukabar. C'est un travail très intéressant parce qu'il y a mis plein de documents, donc des poèmes. Il a essayé de collecter toutes les traces. Il collecte un peu de travaux. Exactement. J'imagine que c'est juste le début, parce qu'il y a plein de choses sûrement à faire sortir, à analyser, à comprendre. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à sortir. Donc, pour nous, toute la résistance, c'est celle de l'Amir Abdelkader. Mais avec ce livre, il y a quelques batailles qui ont été menées par une dizaine quand même, une douzaine de batailles menées par Mustafa bin Touhami, où l'Amir Abdelkader était absent. Donc là, on peut voir le génie militaire du gars, comment il l'a fait, comment il a réagi, comment il s'est organisé. Et c'est vraiment un chantier, c'est très intéressant. Et puis ce qui est encore plus intéressant, c'est le livre que Masa'il al-Mantiq. Là, c'est en pleine action, en pleine opération.
Donc il trouve le temps de faire une dictée sur, il y a quelques questions de logique. La logique islamique, donc c'est pas la logique grecque qu'on a appris, c'est une logique qui est orientée pour comprendre surtout la aqidah et tout. Donc Masaïl fil Mantiq, c'est des questions qui lui ont été posées. Il a dicté les réponses et c'était en pleine opération, donc 1845, en pleine opération, il trouve le mot. Ça, c'est une organisation, n'est-ce pas, C'était ça. Là, très minutieuse. c'est leur pause. C'était leur pause parce qu'à chaque fois, pour s'aérer un peu l'esprit, pour se dégourdir les jambes, donc ils revenaient à l'essentiel qui était la transmission du savoir. Plus intéressant, c'est le gars qui a collecté la dictée, c'est Sherif Belharch, qui était un des khalifas de l'Amir Abdelkader, donc chef d'Oulad Naïl, la région de Djelfa. Et par la suite, il a fait sa propre résistance. Donc, quand la résistance de l'Amir Abdelkader s'est arrêtée, il y avait beaucoup de résistances qui sont sorties parce que c'était la continuation, tout simplement. Et on voit que c'est lui qui a pris la dictée de Simstra ben Touhami. Et bien sûr, quand il se déplace, que ce soit en plein quand ils étaient prisonniers en France, donc que ce soit à Pau, à Amboise, donc à chaque fois, ils organisaient des cours pour les jeunes qui étaient, parce que les gens qui étaient avec l'Amir Abdelkader, c'était une centaine de personnes, si ce n'est plus. Donc il y avait des jeunes, des moins jeunes, ils devaient les occuper. Donc ils continuaient, c'était une organisation, donc il y avait des cours, il y avait des discussions, il y avait des poèmes qui se disaient, il y avait tout ça, ils s'organisaient, ils se voyaient et tout. Donc là, il a continué à enseigner. Et quand il se déplace... il continue à enseigner en pleine bataille aussi? Pas en pleine bataille. Je veux dire en pleine opération. Donc, après une bataille, dès qu'il se regroupe le soir pour manger, donc il y a des questions qui sont soulevées, donc il doit répondre. Et j'ai essayé de lire le livre, c'est vraiment le mantiq, donc l'arad ou le jawhar, etc. C'est des termes très, très spécifiques. Le mantiq, donc moi, j'ai pas ces connaissances, mais j'ai essayé de comprendre un peu, mais je me suis dit, bon, il faut du temps pour comprendre tout ça. Donc, quand il se déplace en Syrie aussi, là, en parallèle, l'Amir Abdelkader, donc l'Amir Abdelkader, il avait aussi ses majlis, ses halaqat, quand il enseignait que ce soit à la mosquée ou la zawiya al-Khaydariya. Simstra ben Touhami aussi avait les siens, avait sa halaqat, il a continué à enseigner. Et ils étaient apparemment très attachés à la transmission de Sahih al-Bukhari. Parce qu'à chaque fois, on revoit Sahih al-Bukhari, Khatma Sahih al-Bukhari par-ci, Khatma par-là, l'Isnad, l'Ijaza, etc., etc. Donc, il a aussi, donc, sous les ordres, ou par ordre de l'Amir Abdelkader, il a créé des villes, donc notamment les Aqoubiya, que maintenant nous appelons Saïda. Donc, c'est le premier fortin, et c'était lui. Donc, tout ça, il y a des échanges diplomatiques entre lui et le responsable militaire français, que ce soit à Oran ou à Amsterdam, donc il y a aussi des échanges. Donc pour dire que toute la matière qu'il y a sur la vie de ces gens, et bien sûr c'était un État, donc chacun jouait son rôle et ils étaient là. Et c'était la complétude. On voit que effectivement c'était une organisation très très minutieuse et le choix a été très justifié de chacun des membres de l'État. Tu me donneras encore 10 secondes parce que quand ils étaient emprisonnés à Amboise, donc bien sûr, ils voulaient le khalas, ils voulaient leur libération, ils voulaient partir. Et nous, dans notre tradition, on a ce qu'on appelle un genre de poésie qu'on appelle le ghaythiyat. Donc, on demande le ghayth. Le ghayth, c'est la pluie. Donc, on demande la salvation. Donc, lui, il a écrit un poème, le Ghawthiyya de Cheikh Moustapha ben Touhami, 522 vers, si ce n'est plus. Donc, ce qu'on a pu collecter. Donc ce qui est resté, et donc ça commence comme ça. لما جرى القدر بالخلاف ووقع الخلف بالإتلاف ووجب الوحش بقفر اليم وأتحف النقص ببدر التم. Donc, et là, donc je ne vais pas lire les 500. C'est lourd de sens. Exactement. Pour voir l'état d'esprit où ils étaient. Là, c'est à travers leur poésie qu'on comprend. Voilà. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ahmed, d'être revenu encore une fois sur ce personnage. On fera connaissance d'une autre personnalité la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci Ahmed, et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller à la rencontre de deux artistes. Et c'est Samia Bouarour qui les a rencontrés pour nous dans ce portrait. On se retrouve juste après.
Ils sont artistes et amis depuis leur jeune âge. Une fois adultes, chacun a choisi son chemin. Ils ont brillé tous les deux, chacun dans son domaine. Kamel Oukail, comédien, et Abdallah Shriet, compositeur de musique. Ils se sont retrouvés ici, dans les anciens plateaux de la télévision algérienne, un moment de nostalgie. Je faisais à l'époque la danse. Écoute, je donnais des cours de danse là-bas. Et voilà, هو كان يدير تhéâtre. تما تعرف لا ياك نيشان كمان. Non, mais même j'étais معايا كي j'étais invité في برج كيفان في Oui, oui, l'école oui, باش oui. j'ai donné un Exact. spectacle. نيشان. un oui, monologue oui. مع سونيا الله يرحمها كانت الله ديريكتريس يرحمها ويساليها وي. انت جيت معايا وتم تلاقيت مع لي فولي بربر فولي بربر هشام ياسين وعثمان بن داود Exact. انت تشوف moi c'est des mes amis parce que خدمت معاهم في سكيكدا لو فيلم مع عبد الرزاق الوهم الاول الوهم الثاني الفيلم سينمائيين وانت اكتشفت باللي كان ايكول دو تياتر هنا في الجيري تو Exact, exact. فوالا وجيت دوزيام فوا معايا ثاني On est parti deux fois. دو فوا أنا تسمى le théâtre, découvrir le théâtre à travers lui. Parce que je ne connaissais pas le théâtre, كنت في le monde تاعي تاع la musique, la danse, tout ça. هو تاني عرف من جهتي عرف بزاف تاني le milieu تاعي. On a partagé un moment, درت un clip vidéo à l'époque. لعب في البوستر لعب في المافيا نو؟ لا ذاك اللي بيعيط خواف يعيط للشريف. Abdallah Shriet, connu sous le nom artistique de X-Orbit, a parcouru tous les continents grâce à ses doigts magiques dans la composition musicale. Une aventure qui l'a emmené très loin jusqu'au studio d'Hollywood où il a composé des séquences de grands films. Donc, j'ai fait mes premiers pas en Algérie, fait Wahran, bien sûr. C'est ma ville natale, donc bon. Dans les années 90, bon, j'ai fait pas mal de choses ici. خدمت مع حسني الله يرحمه 13 كليب تاع حسني مع ابو عرفاي tout ça à l'époque. خدمت مع رشيد وفتحي الله يرحمه. خدمت des spectacles, les festivals du rail. Après, je suis parti. Donc, le parcours كملت عليه tout ça. Donc maintenant, alhamdoulilah, Rani, je travaille avec les plus grandes maisons de disques, qui m'a Warner, Sony, tout ça. J'ai fait pas mal de musique de film pour plein de films à Hollywood, qui m'a La Famille Adams, خدمت مع Empire, خدمت مع The Professional. Bon, plein de projets تما. Et voilà, donc maintenant, je suis venu, j'ai apporté avec moi un projet pour célébrer ma fierté, l'Ouahran, parce que c'est ma ville natale. Le titre, il s'appelle Ouahran My Love. Aujourd'hui, Abdallah ou X-Orbit est là pour faire la promotion de ses clips récemment produits sur sa ville natale Ouahran et un clip dans le but d'encourager notre équipe nationale, mais pas que. Son objectif principal est... Et je veux que, Inch'Allah, l'industrie musicale, tous les maintenant, l'Algérie, تروح à l'international, la production de A à Z تروح من l'Algérie. Kamel Oukail, homme de théâtre et acteur que vous avez certainement vu dans plusieurs productions de la télévision algérienne comme Le Massir, Layali El Baïda et autres. Il se souvient toujours de ses aînés qui l'ont tant inspiré. Ses premiers pas étaient ici, au lieu appelé Comédor de l'EPTV, actuellement. Ici, هذا في هذا l'espace magnifique. Un espace qui fait beaucoup de souvenirs, chargé d'histoire, le lieu. Et je le respecte trop parce qu'il y a des grands messieurs dans l'histoire algérienne qui ont de l'espace là. J'ai jamais travaillé hors la télévision algérienne. Je prépare un film,
déjà, vous êtes les premiers. Maintenant, comme avec un producteur pour un tournage d'un film de cinéma à Skikda. Et je ne peux pas dire le personnage parce que pour moi, c'est une fierté. Et je remercie le réalisateur et la production. Une rencontre, des histoires, des rêves. Même si nos deux artistes sont venus de deux continents différents, les souvenirs et leur amitié les réunissent toujours. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser à l'actualité de la semaine, à savoir la 12e édition du Festival international du film d'Alger. Et nous recevons ce matin M. Hakim Traidia. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir, et vous êtes réalisateur, acteur, Oui. un citoyen du monde aussi. Un citoyen du monde, un troubadour, un nomade, un enfant du monde. Un homme, un enfant du monde. Oui. Alors, un bel adage international d'ailleurs qui disait « Grand celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant Exactement. » N'est-ce pas? Et le meilleur hommage à l'enfance, c'est Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Oui, Le Petit Prince, effectivement, Le Petit Prince. Et bien sûr, l'invité d'honneur pour cette 12e édition, c'est un magnifique pays, n'est-ce pas? C'est le Cuba, et c'est représenté ce matin donc, avec à travers une cinéaste, c'est Madame Lisette Villa. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Très, très bien. Très bien, pourvu que ça dure. Hablar Voilà. français. Non. 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 Bon, elle connaît déjà le plus important. Bonjour, ça va très bien, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Et parmi nous, donc, celui qui va nous faciliter un petit peu la communication ce matin, Walid Green. Walid, bonjour. Bonjour. Marhaba, comment ça va? Très bien, Très- de là, je vous remercie. Ce serait bien si répondant en espagnol. Très bien, n'est-ce pas? Si. Hein? Oui. Voilà. Alors, Cuba, c'est l'invité d'honneur donc de cette édition. Tout à fait. Alors, elle est cinéaste. On voudrait bien d'abord connaître un petit peu son parcours très rapidement avant de parler donc de la participation du Cuba de cette année. Oh, d'accord. Señora Vila, ¿podría presentarse y presentar su obra en pocas palabras? Bueno, soy cineasta. Yo soy cineasta. Dirijo un proyecto cultural, se llama Palomas. Je dirige un projet culturel Es qui s'appelle Palomas, les Una Colombes. casa productora de audiovisuales para el activismo social. C'est une maison de production audiovisuelle pour l'activisme social. Es la única que hay en Cuba. C'est l'unique maison de production qui existe à Cuba. Nuestra filosofía es las denuncias, las demandas y las reparaciones. Et notre philosophie, c'est les dénonciations, les réparations et las denuncias, las Las reparaciones. demandas y las Et les reparaciones. réparations. Y la protección integral de los derechos humanos, Et la protection intégrale des droits humains. en síntesis. Voilà, c'est finalement un projet de vie, une mission humaine finalement qu'elle mène à travers l'institution. Entonces, para resumir, usted dirige una misión humana a través de la institución. Absolutamente, es lo que Absolument. decimos artivismo, el arte y el activismo social. Moi, j'appelle ça l'artivisme, c'est-à-dire oui, c'est un très beau terme. L'harmonie entre l'osmose, entre l'art et l'activisme. Alors, c'est magnifique, effectivement, Monsieur Traidia, c'est un peu votre mission aussi, mais cette fois-ci à travers une population très particulière qui est l'enfant. C'est vrai, mais je veux dire, prometo que el próximo año, hablar español, porque me gusta la música cuando les cubanos hablar español. Ay, muchísimo. Traduction, en attendant qu'on apprenne l'espagnol. Donc, il promet d'apprendre bien l'espagnol l'an prochain parce qu'il aime beaucoup la musique cubaine. Ah oui, c'est vrai que la musique cubaine, musicalité, c'est beaucoup. La música cuando l'espagnol hablar, voilà, j'ai perdu les. J'aime bien la musicalité quand les Cubains parlent espagnol. Il y a une musicalité, consonance. Musicalidad en el acento cubano. Sí. Cuando hablan- Musicalidad
y corazón. Musicalité et le cœur, on parle Le avec cœur, voilà. Voilà, Effectivement. oui. Alors, Monsieur Traidi, on parlait aussi de cette mission humaine que vous menez aussi, mais à travers une population, je disais, très particulière, c'est l'enfant. Un petit peu votre objectif, c'est un peu l'accompagnement de l'enfant, parler à l'enfant, apprendre à l'enfant. Oui, pour moi, d'ailleurs, c'est par excellence, l'enfance, c'est la création, c'est l'imagination, c'est quand on est, c'est la source, on commence par, quand on est enfant, on est universel, on appartient au monde, et puis quand on devient adulte, et quand on devient adulte, l'adulte, souvent, c'est le tombeau de l'enfance. Et dommage que comme disait justement Saint-Exupéry, beaucoup d'adultes oublient qu'ils étaient enfants. Oui. Et je crois que c'est pas seulement pour les enfants. D'abord pour les enfants parce que c'est les générations futures. C'est là où il faut investir pour créer un monde meilleur et à travers la culture. La culture, c'est tout ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Effectivement. Oui. Effectivement. Alors on revient à Madame Lisette. Donc là, ils viennent comme invités d'honneur. On voudrait bien qu'elle nous parle un peu de leur participation cette année. Donc quels sont les documentaires, quels sont les films avec lesquels ils vont participer. Alors est-ce que tous les films seront en compétition ou il y en a d'autres donc, qui seront projetés juste pour la découverte? Dice que ustedes son nuestros invitados de honor. Cuba es el gran invitado de honor. ¿Y podría usted presentarnos cuáles las películas que están en competición, cubanas, y fuera de competición? Documentales, ficción, cortometraje. Bueno, hay una película en competición Un film en que se competición. llama Yancahuazú, Que del s'appelle director Yancahuazú. Jorge Fuente, un experimentado Son director cubano. réalisateur, c'est Jorge Y es Fuentes. parte de la historia Que celebró en del Cuba. Che Guevara Ah. en Bolivia. Et Hechos inéditos que nunca antes se habían mostrado, et ¿no? ce film documentaire retrace, marche sur les pas de la vie de Che Guevara en Bolivie. Incontournable, oui. Et Jorge Fuentes révèle des faits tout à fait inédits et jusque-là, qui étaient restés tapis dans l'ombre. Alors c'est un documentaire qui sera en compétition pour celui-ci? Oui, Yancahuazú. El único en competición, y hay una muestra. C'est l'unique film en Desde compétition, film las documentaire. en primeras compétition. películas cubanas hasta la actualidad como muestra. Et il y a une projection du premier film cubain qui s'appelle Soy Cuba. Sí, está desde Soy Cuba y todo un... Donc on a ramené avec nous toute une panoplie de films classiques, des tout premiers films du cinéma cubain, entre autres Soy Cuba et d'autres, pour les présenter au public algérien. Y un documental mío que se llama Mujeres de Fe, Señales de Lealtad. Mujeres De fe, de fe, señales. señales de lealtad. Et parmi cette panoplie figure mon film, le film que Villa a réalisé, et qui s'appelle Mujeres de Fe, Señales de Lealtad, des femmes de foi, des signaux de loyauté, des signes de loyauté. Voilà. C'est philosophique, hein? Et es filosófico, ¿no? No, son documentales absolutamente de historias de vida de mujeres con diferentes expresiones y denominaciones de culto. Hay musulmanas, por ejemplo. Non, pour elle, ça n'a rien de philosophique parce qu'il parle de femmes en chair et en os, de femmes concrètes, de femmes de différents profils et de différentes origines, et cubaines, et parmi elles, il y a des femmes musulmanes. On retrace un petit peu la vie, le combat de ces femmes, c'est ça? Y parle de quoi réellement? hablan, por ejemplo, de la lucha, del combate de esas mujeres. Habla de su fe, lo que aportan y lo que ofrecen Et il a la parle nación cubana. de leur foi, et de leur foi et de ce qu'elles apportent à la nation cubaine. Porque son mujeres invisibles, muchas de ellas. Parce que beaucoup d'entre elles sont dans la vie de tous les jours, des femmes invisibles. Oui. Y están en lo cotidiano, están en la vida real cubana. Et je montre leur vie au quotidien, dans la réalité cubaine.
Voilà, une belle promotion finalement de toutes ces femmes invisibles, effectivement. Mais quand elles disparaissent, on ressent très très vite leur présence, effectivement. Alors, je reviens à vous, Monsieur Traïdia. Alors, vous êtes ici aussi en compagnie de votre frère, Kalim Traïdia, qui est aussi réalisateur. Et vous êtes donc invité de ce festival pour apporter aussi un message de ce citoyen du monde, n'est-ce pas? Parce que vous êtes tous les deux citoyens du monde. Oui, oui, N'est-ce pas? effectivement, oui. Alors parlez-nous un petit peu de votre présence, de votre regard porté à ce festival. D'abord, j'aime bien d'être réunis autour d'un projet culturel qui est le festival, et c'est un bon festival. Il a bien commencé. Il y a bien sûr des gens toujours qui critiquent par-ci par-là, mais je suis content qu'il y ait déjà un festival de cinéma ici. Dernièrement, c'était à Timimoun, c'était magnifique. Là-bas, j'ai été pour donner un masterclass pour les enfants et on a fait un film qui a été projeté à la clôture qui était très bien. D'ailleurs, ça m'inspire pour retourner plus tard avec mes propres initiatives ou si, bien sûr, si le ministère de la Culture aussi subventionne, ça serait formidable. Mais je le ferai quel que soit X. Et ici, je parlerai de mon expérience avec des jeunes étudiants qui viendront certainement participer ou qui sont curieux et qui veulent apprendre. Enfin, on va parler de moi et Tahar Houchi qui est à Genève et mon frère Karim qui est ici membre du jury. Et on va parler de notre expérience et j'espère que, enfin notre humble expérience, modeste expérience, et j'espère qu'on pourrait susciter ou créer une étincelle chez d'autres pour les aider, pour les inspirer peut-être, chez tous ces enfants qui veulent changer la vision du monde, de la société, à travers des films, à travers comme disait Madame aussi, chacun c'est pas un combat vraiment, mais c'est aussi un amour, c'est une passion pour le cinéma et aussi, en même temps, si on peut changer quelque chose dans la société, c'est formidable et dans le monde, oui. Et je crois que les artistes, je pense que c'est ceux-là enfin les artistes dans le sens large du terme, que ce soit peinture, cinéma, poésie, écriture, tout ça, je crois que c'est ça qui donne une beauté au monde et qui nous unit tous. Donc du sens au monde même, pas Oui. de la beauté, mais du sens. Oui, Les oui. artistes ont cette capacité de parler un langage international. Hein. J'espère, oui. Je crois que on se rencontre. Moi, en Hollande, j'ai rencontré des gens de tout bord, et tout de suite, il y a un courant qui passe. C'est justement, c'est la culture, c'est l'art, et c'est très beau, n'est-ce pas? La cultura y el arte son muy lindos. Voilà. Alors, Y fuertes. Et fuerte, si. Ah, y muy fuertes. vous pouvez Comment elle traduire parle pendant que physiquement? j'apprends l'espagnol. Non, mais elle parle physiquement, son physique déjà, il parle. Absolument d'accord. Elle est avec, absolument d'accord. Alors, avant de clôturer notre débat, parce que je sais que vous êtes invité un peu partout, hein, donc pour faire la promotion un petit peu de ce festival, probablement ces impressions de cette 12e édition, de leur participation. ¿Cuáles sus impresiones de esta participación cubana en esta Sí. edición? Bueno, yo creo que está dedicado a Cuba. Donc elle est dédiée à Cuba. Y eso realmente a mí, como cubana, Pour me moi, en tant hace que cubaine, sentir me fait sentir, con mucha dignidad me fait sentir digne y d'être mucho ici agradecimiento. et très reconnaissante. Y además tener este festival en un momento Et en como plus, este, de d'organiser todas ce esas festival nuevas dans un tel moment, tecnologías, de avec toda esa toutes ces nouvelles separación technologies, que yo diría del pensamiento et avec la séparation y de de la las pensée almas, et de l'âme, yo creo que este festival como que mueve, como que convoca, je vois ce no festival, solamente comment il touche, comment al il aime, pensamiento, comment il aime, sino también a solo las la- alianzas la entre las pensée. diversas culturas. et il allie entre les diverses cultures. Yo me siento realmente Je me sens réellement muy feliz, très heureuse. muy feliz.
C'est de magnifique. estar aquí. D'être Muy ici. feliz. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, on lui dira, elle est toujours la bienvenue. C'est toujours un honneur et un plaisir Usted pour nous de estará vous siempre recevoir. la En bienvenida. tout cas, merci beaucoup, madame, d'avoir été parmi nous ce matin. Monsieur Traïdien, merci beaucoup. Merci à vous, merci au Très festival, à belle Mehdi. continuation. Et à monsieur là. Bravo pour tout ce que vous faites. Allez, merci beaucoup. Voilà, de nous avoir facilité la communication. Merci encore une fois. Très belle c'est un continuation. Et on continue cette fois-ci. Donc, nous allons parler de tourisme puisqu'il y a eu cette semaine le lancement donc, de la saison touristique saharienne. Je vous laisse voir ce reportage donc, de Meïssa Bouhala, pardon, et on se retrouve juste après. Dans les profondeurs du Sahara algérien, là où la frontière se confond. Entre le silence du désert et la mémoire des peuples nomades, le patrimoine sahraoui continue de s'imposer comme l'une des plus grandes signatures culturelles du pays. À Timimoun, cette identité millénaire n'est pas qu'un simple décor, elle est une force vive, un socle sur lequel s'écrit désormais l'avenir du tourisme national. Grâce aux mesures récemment adoptées, notamment la facilitation de l'obtention des visas, l'attractivité des destinations touristiques s'est renforcée et le nombre de vols a augmenté. Ainsi, pour la saison 2024-2025, on a enregistré un afflux d'environ 500 000 touristes, dont 48 000 étrangers. Cette édition a connu le haut patronage de Monsieur le Premier ministre. C'est pour vous dire l'importance que donnent les pouvoirs publics en Algérie au tourisme, au secteur du tourisme d'une manière générale et au tourisme saharien d'une manière particulière. Pourquoi les objectifs de ce festival sont multiples. L'un des objectifs, c'est de promouvoir la destination du Sahara algérien le deuxième objectif, c'est de créer une dynamique locale, économique locale. Artisans du cuir, maîtres tisserands, bijoutiers, touaregs, potiers, tous ont fait le déplacement depuis différentes régions du sud algérien pour présenter des œuvres témoins d'un héritage toujours vibrant. Nous sommes venus représenter la wilaya de Ain Salah avec les vêtements traditionnels et le patrimoine de notre région. Nous sommes toutes vêtues de notre tenue traditionnelle. La participation تاعنا في هذا المهرجان الدولي كانت بالخيمة التقليدية مع الارتيزانا des agences de voyage et des hôtels يشكلوا ويقدموا المختلف أنواع السلعات التقليدية والحرفية تاع ولاية الواد. Parcourant les stands, la délégation a pu découvrir le savoir-faire, mais aussi ressentir l'enthousiasme des artisans déterminés à transmettre et à valoriser leur métier au service d'un tourisme culturel renouvelé. Très fier et très content de participer au Festival international du tourisme saharien à Timimoun, une région très proche à mon cœur, un des pôles d'excellence du tourisme en Algérie, l'Oasis Rouge, une région très riche culturellement et d'un point de vue de la nature aussi. Ce festival nous donne l'occasion de rencontrer les acteurs du tourisme, de mieux connaître notre pays et ses potentialités. Cette édition se veut plus qu'un simple rendez-vous culturel. Elle aspire à propulser Timimoun comme une destination phare où la culture saharienne ne se raconte pas seulement, elle se vit. Effectivement, une expérience au Sahara se vit pleinement et par contre, là, il faut avoir quand même quelques, on va dire, réflexes de secourisme, réflexes de sécurité. Et nous allons en parler ce matin puisque le Croissant Rouge donc, organise périodiquement des formations en secourisme. Et cette fois-ci, ça va être une formation très particulière et nous en parlons en compagnie de notre invité, à savoir donc Khadija Chibani. Bonjour Khadija. Bonjour. Marhaba. Comment ça va? Ça va bien. Ça se passe bien? Oui, c'est bien. Le rouge vous va à merveille. Merci. Ça va? Ça se passe bien? Oui, oui. Vous sortez d'une très très belle expérience en ce moment, oui. n'est-ce pas? Une formation assez particulière. Tout à fait. C'est passé un peu partout, donc sur le plan national. Tout à fait. Alors,
En premier, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, comme vous avez dit, on vient de terminer une formation nationale très particulière qui est la formation des formateurs en secourisme. Et pour nous, c'est une formation et c'est une étape très essentielle dans notre plan stratégique annuel pour renforcer les capacités du Croissant-Rouge algérien et surtout pour agrandir l'équipe nationale en secourisme. Alors, cette dernière, comme je vous ai dit, elle s'est déroulée à la wilaya de Bouira où l'accueil était très chaleureux et je les remercie. Et on a eu des participants, plus de 35 wilayas des 4 coins de notre pays, l'Algérie. Oui. Alors, pour nous... 37 wilayas, un peu plus de la moitié. Hein. Ah oui, voilà. Et pour nous, parce que former les formateurs, c'est former la prochaine génération pour sauver des vies. Et alors, revenons à la formation. Bon, elle s'est déroulée à la wilaya de Bouira. Alors, on a fait pendant 4 jours intensifs. On commençait à 8h30, on se terminait très tard, des fois jusqu'à 19h du soir. Et oui, il ne faut rien laisser au hasard. C'est très délicat. Le secourisme, c'est très délicat. Oui, et surtout, ce n'est pas le secourisme de base, mais on est là pour former des formateurs en secourisme. Donc d'autres qui vont transmettre, le savoir. Et le savoir, tout à fait. Alors, les participants ont travaillé avec une motivation très impressionnante et cela, je pourrais dire que c'était grâce... Nous sommes en train de voir quelques images, d'ailleurs très dynamiques. Hein. Ah oui, et cela s'était fait parce que grâce à nos formateurs nationaux. Alors, l'une d'entre eux, ils étaient récemment, et cette année, ils ont été certifiés par le GIFARC, qui est le Global First Aid Reference Center. Alors, c'est le centre de référence international en matière de secourisme. Et d'autres formateurs, quand on parle, ils ont plus de 30 ans d'expérience en secourisme. Et si je me dis, le plus touchant, c'était le soir. Malgré on se terminait, malgré la tempête de neige et le froid, nous voyons les participants. Finalement, donc vous avez fait parce que Bouira en hiver, c'est la belle robe blanche, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, on est servi par le paysage. Voilà, tout à fait. Mais malgré le froid, malgré la tempête de neige, nous voyons le soir, et malgré, comme je vous ai dit, on termine le soir, des fois on termine jusqu'à 19h. Et ça ne nous a pas empêché de faire de réviser la nuit. On les voyait la nuit réviser et répéter chaque technique apprise pendant la journée. Et cela reflète leur engagement et leur sérieux pour apprendre et pour améliorer. C'est surtout la prise de conscience de l'importance du secourisme. Parce qu'on sait quand même que nous avons des vies humaines entre les mains et on n'a pas le droit à l'erreur. À l'erreur, tout à fait, tout à fait. Et aussi, je voudrais remercier le comité de wilaya de Bouira parce qu'ils ont fait tout leur possible pour qu'on se sente qu'on est à la maison. On s'est senti qu'on est vraiment une famille soudée. Alors, revenons au programme. Alors, le programme, c'était surtout pour donner les techniques essentielles et selon les standards privilégiés par le GIFA, comme j'ai dit. Alors, on leur a donné des informations essentielles, les dernières recommandations et surtout les techniques pédagogiques modernes. Ce qui, à chaque fois, il y a toujours des mises à jour et ce qui nous a fait souligner sur certaines choses et tout. Alors, cela se fait pendant les 2 premiers jours. Le 3e jour, les participants ont eu des séances de simulation et on les a assistés, on a corrigé ce qu'il y avait à corriger et surtout pour perfectionner toutes les techniques parce que c'est important. Et le 4e jour, c'était un examen. Ils ont eu un examen. Ah oui. C'est dur finalement de décrocher son diplôme. Ah oui, pour avoir quand même un diplôme qui est reconnu en national et en international. Oui. Et on pourra dire que maintenant, ils ont eu leur examen, c'était avec des résultats pertinents et je leur félicite. Oui, s'ils passent toute leur soirée à réviser. Ah oui, ils étaient très sérieux, ils avaient un engagement très important et c'était impressionnant de les voir. Et maintenant, la bonne nouvelle, on pourra dire qu'au minimum, il y a pour toute wilaya, il y a un formateur, surtout selon les derniers standards. C'est-à-dire, on a fait des mises à jour à peu près pour toutes les wilayas du pays. Et comme ça, on dit que notre famille ne cesse de s'agrandir pour notre équipe de secourisme. Et plus il y a des formateurs, plus il y aura des vies qui vont être sauvées. Voilà. Et plus de savoir qui sera transmis, effectivement. Alors, en plus de la formation de formateurs, je voudrais quand même revenir sur les formations que vous faites pour le citoyen de façon
de façon périodique. Donc ça ne s'est jamais arrêté. C'est chaque week-end, vous donnez rendez-vous aux citoyens parce que finalement, chacun d'entre nous doit, c'est un devoir finalement, de maîtriser le minimum, j'ai envie de dire, de secourisme en attendant que les secours arrivent, n'est-ce pas? Oui, parce que quand on voit, je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas subi n'importe quelle urgence. Et c'est important, et pour cela c'est important en moi de faire la base, les techniques de secourisme de base. Et pour cela, j'invite toute personne qui nous voit aujourd'hui que nos portes sont ouvertes. Notre école nationale qui est disponible non seulement à la capitale, mais on a l'école, elle est éparpillée dans toutes les wilayas du pays. Il y a des formateurs qui sont formés selon les derniers standards, tout à fait. Et alors, c'est selon la wilaya. Alors, il y a certains qui le font pendant la semaine. Il y a qui le font pendant le week-end. Ah oui, il n'y a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse finalement. Et des fois même, on se déplace vers les écoles, vers les lycées, vers les facs et tout, pour comme ça, pour à chaque fois, pour sensibiliser les gens sur le secourisme et sur les techniques secouristes, parce que c'est très important. Le but, c'est de sauver les vies et être dans la première chaîne de secours avant que la protection civile y arrive. Voilà, donc c'est vraiment juste de maintenir quelques instants, parce que c'est vrai que les secours, généralement, ils répondent très vite. Donc vraiment pour pouvoir maintenir quelques instants en attendant que le secours, que le secourisme arrive effectivement. Alors, donc très très belle expérience, hein, j'imagine. Mais sinon, vous, qu'est-ce que vous gardez de cette belle expérience? Alors, c'était vraiment beau de voir des personnes de d'autres wilayas. Déjà, on échangeait les cultures et tout. Et surtout par rapport à la langue, on changeait à chaque fois. Il y a une belle accent qui sort. Et le dialecte, aussi, aussi, c'est surtout pendant les ateliers. À chaque fois, on voit il y a des gens qui sont vraiment très pertinents. Ils nous donnent même des idées nouvelles. Et comme ça, c'est des petites idées-là qu'on va les utiliser aussi au cours de nos formations de base. Parce que c'est vrai que chaque société a des spécificités comme ça, on a nos propres réflexes qui généralement donnent bien. Hein. Bien sûr. Il y a toujours des techniques qui sortent selon la tradition et selon les habitudes de chaque communauté, petite communauté. Et c'était vraiment beau, surtout au cours de la nuit. Moi, ça m'a vraiment touchée que je les vois la nuit, ils sortent malgré le froid. Normalement, il peut y avoir une soirée comme ça de discute. Mais non, ils se mettent, alors ils se réunissent, ils nous demandent voilà comment cette technique, est-ce que je suis plus correcte? Et là, ça nous a vraiment touchés. Comme ça, on sait vraiment que dans le terrain, on a des formateurs qui sont vraiment, vraiment performants. Performants et conscients, surtout parce que ça, conscient, humain, ce sont des caractéristiques, des spécificités dont on a besoin chez une personne qui fait du secourisme, effectivement. Mais sinon, hier, c'était la journée internationale du bénévolat, n'est-ce pas? Du volontariat. Oui, c'était à peu près notre anniversaire. Voilà, ça, c'est un peu le cœur de métier, hein, on va dire, du Croissant Rouge. C'est leur existence. Tout à fait. Alors, pour nous, c'est une journée où on met la lumière sur tout ce qui s'est passé pendant l'année. Un bilan, on va dire, une halte, un bilan. Voilà, et on met la lumière sur nos bénévoles. Et maintenant, on est à plus de 36 000 bénévoles éparpillés et disponibles dans toutes les wilayas de pays. Et ils sont toujours là. 36 000, oui. Et on voudra plus, ça. On voudra que notre famille s'agrandisse de plus en plus. Parce que c'est dans nos gènes et dans nos caractères qu'un Algérien aime servir les gens et aime aider toute personne qui en a besoin. Et de ce fait, je voudrais leur dire quand même merci parce que c'est grâce à eux qu'on est toujours disponible à toute communauté qui a besoin. Et surtout, merci parce que grâce à eux, on peut répondre aux urgences. Et que chaque jour, une vie change. Voilà. Alors, merci. Ce qui est magnifique dans votre métier, c'est que vous répondez non seulement aux besoins urgents, j'ai envie de dire régional, national, mais aussi sur le plan international. Nous avons vu effectivement donc, le Croissant Rouge, comment il répond très vite et très présent là où le besoin humain finalement est exprimé. Oui, on nous appelle directement, on est toujours les premiers à être présents. On fait la course contre le temps et tout. On est toujours les premiers et tout le monde dit comme ça que le Croissant Rouge algérien, il n'y a personne qui peut le conquérir dans cette marathon, comme on pourrait dire. Voilà, alors je voudrais
sûrement dire merci à cette grande famille du Croissant Rouge algérien et merci bien sûr au plateau pour nous inviter. Et je voudrais dire que nos portes sont ouvertes à toute personne qui nous entend, que nos portes sont ouvertes pour, et je vous invite pour être avec nous et être part de la famille de l'humanité. Voilà, effectivement. De toute façon, c'est un besoin humain d'aider l'autre, n'est-ce pas? Alors, du moment que les réseaux existent, puis c'est un réseau quand même très, très professionnel, on a vu le travail du Croissant Rouge toujours au devant. Donc, bravo pour tout ce que vous faites. En tout cas, ça a été un plaisir, Khadija, de vous avoir reçu. De très, très belle continuation, Inch'Allah. On se dit à très vite pour d'autres initiatives. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Khadija. Très, très belle continuation. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser donc, à la 4e conférence africaine des startups qui va se dérouler à partir d'aujourd'hui et qui va donc se poursuivre jusqu'au 8. C'est Walid Yousfi qui s'intéresse à cet événement et on se retrouve juste après. À Alger, l'innovation africaine est à l'honneur. La capitale s'apprête à accueillir la conférence africaine des startups, un rendez-vous continental qui réunit des centaines de jeunes entrepreneurs, d'investisseurs et d'experts venus de tout le continent. Pour eux, il s'agit d'un rendez-vous à ne pas rater. Déjà, elle a pour but de promouvoir l'écosystème africain et renforcer la coopération africaine en matière de start-up. La 4e conférence africaine des startups qui se tiendra en Algérie est une aubaine pour ces startups-là. Pourquoi? Parce qu'elle permettra à ces startups de réseauter entre elles avec des investisseurs, avec de potentiels acheteurs aussi. Elle permettra à ces startups de se faire connaître à travers la mini-foire qui se tiendra lors de la conférence. Une rencontre qui a pour objectif de faire de la créativité et de la technologie de véritables leviers de développement pour l'Afrique et propulser les startups au devant de la scène économique comme créatrices de richesses et d'emplois, mais aussi un vrai stimulateur pour la croissance économique en proposant des solutions adaptées aux besoins locaux. Les startups jouent un rôle très important dans le développement du continent, dans le développement économique du continent africain. Un rôle très important. D'abord, les startups sont des moteurs d'innovation et de créativité et de création d'emplois. Et elles modernisent nos secteurs traditionnels. Elles attirent effectivement des investisseurs ou des investissements et contribuent effectivement à bâtir une économie plus compétitive et inclusive. Elle crée également des milliers d'emplois, ce qui contribue effectivement à la lutte contre le chômage. L'Algérie occupe une place stratégique dans cette dynamique. Par son positionnement géographique, ses talents et ses politiques publiques en faveur de l'innovation, elle contribue activement à renforcer cette coopération intra-africaine. L'Algérie devient ainsi un hub d'opportunités, où la collaboration entre startups africaines peut se transformer en projet concret et durable. L'événement se tiendra donc à Alger du 6 au 8 décembre. À travers cette conférence, l'Algérie réitère son ambition de devenir un hub régional de l'entrepreneuriat technologique et de contribuer à bâtir une Afrique qui invente, entreprend et avance. Voilà, rendez-vous pris donc déjà pour aujourd'hui jusqu'au 8 et il s'agit donc de la 4e conférence africaine des startups. Alors ça a commencé aujourd'hui, ça va se poursuivre jusqu'au 8. C'est Walid Yousfi qui s'est intéressé à cet événement, un autre rendez-vous à partir de demain, Inch'Allah, donc le 7 et le 8. Ça va être des conférences autour donc de l'intelligence artificielle, du marketing. Nous en parlons en compagnie de l'organisatrice, donc Madame Leïla Akli. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Ah, mais le plaisir est grandement partagé. Là, ici le mec. Alors, Madame Akli, l'IA et le marketing, c'est un sujet finalement qui s'impose de lui-même. Effectivement, donc on nous pose beaucoup la question pourquoi avoir choisi pour cette première édition le sujet de l'IA. Mais en fait, le sujet s'est imposé à nous. Aujourd'hui, nos métiers se transforment à une vitesse extraordinaire. Vertigineuse. À cause ou grâce à l'IA. On en discutera pendant ces 2 jours. Nous avons donc 2 jours de conférences débat de 9h à 13h30.
Et les après-midi, des workshops et des masterclass thématiques qui sont venus aussi en réponse à des problématiques soulevées par notre écosystème en Algérie, notre écosystème marketing et communication. Effectivement, parlons un peu des conférences, des thématiques qui seront débattues lors de ces 2 matinées. Alors, nous allons commencer par un keynote très sympa avec un orateur que j'apprécie énormément, qui est Hadj Khalil, qui est un grand expert de l'intelligence artificielle, qui a écrit des livres, qui a une entreprise qui développe des solutions IA. Donc, il va déjà poser un peu le décor et expliquer qu'au fait, l'IA, il vaut mieux la voir comme une opportunité qu'une problématique. Donc, il va un peu expliquer ce qui a changé dans notre façon de travailler, mais ça va être très général parce que tout le monde a été impacté par l'IA, pas que nous, marketeurs et communicants. Nous avons ensuite une autre table ronde, par exemple, qui, au niveau de cette table ronde, on va parler d'éthique. On parle beaucoup d'éthique autour de l'IA, sur les droits. Également. Exactement, sur les droits intellectuels, sur plein de sujets autour de données aujourd'hui. Exactement. Et là, nous avons aussi une très grande experte internationale, une conférencière internationale qui s'appelle Warda Beleish, qui est aussi une personne extraordinaire qui va venir parler d'éthique. Voilà, donc on a essayé de mettre comment les métiers du digital sont en train de changer. On aura quelqu'un de Microsoft aussi qui parlera des outils qui vont booster notre créativité, notre rendement. Voilà, donc en fait, il y a un peu de tout. Et dans les après-midi, là, on va un peu délaisser l'IA et on va aller vers des thématiques qui ont été demandées par notre écosystème. Donc, on va parler de marque employeur, on va parler de communication de crise, on va parler de data. On va parler de RSE, on va parler de référencement. C'est la grande tendance en ce moment, le grand engagement. Écoutez, nous, en tout cas, à l'agence PI, c'est un produit très important pour nous. On a appelé ça Athar Nafi'. Oui. Et c'est un produit qu'on commercialise c'est un produit stratégique pour accompagner les entreprises à trouver leur Athar Nafi', à trouver leur mission RSE qui a du sens, qui apporte réellement de la valeur à la population. Voilà. À la population, et puis ça va aussi à l'encontre des objectifs de l'Algérie elle-même, du pays lui-même, puisque lui, nous sommes signataires aussi des ODD, donc les 17 objectifs du développement durable, et donc ça s'inscrit tout à fait. Mais soi. Aujourd'hui, les entreprises si on parle d'une façon pratique, mercantile, aujourd'hui, la population a changé. Attention, après le Covid, les attentes des consommateurs sont vraiment différentes. Elles sont exigeantes. On veut des marques engagées, respectueuses, qui nous ressemblent, qui nous parlent. Et d'ailleurs, une des conférences, celle de Microsoft, on va avoir une mini-conférence Google. Et ce qui va être mis en avant, c'est qu'en fait, on devra aujourd'hui développer des contenus par type de personne. Par persona. Donc, en fait, aujourd'hui, le consommateur veut plus des communications généralisées, qui parlent à tout le monde, parce que les gens veulent se reconnaître. Et la RSE est très importante parce que justement, on veut des marques qui nous respectent, qui respectent l'environnement, qui respectent notre culture, qui nous apportent réellement de la valeur au-delà du produit. Voilà. Donc voilà, des marques à travers lesquelles on s'identifie. Exactement, on s'identifie, qui savent nous parler, qui nous parlent directement et qui nous ressemblent à la fin. On veut que la marque nous ressemble. Et le point RSE, il est très très important. On ne peut pas aujourd'hui évoluer dans un pays où on n'est pas impliqué socialement, on n'est pas respectueux du territoire. Ouais. Exactement. Donc voilà, c'est des sujets d'actualité. Je vous ai dit, ce sont des sujets qui sont remontés de notre écosystème et on a essayé de répondre au mieux à ces attentes. Voilà. Et si je dois parler de ce pourquoi on l'organise, parce que justement, pourquoi on est arrivé à ces thématiques, parce que on voulait un endroit pour monter en compétences. Aujourd'hui, dans nos métiers, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut monter en compétences. On a des formations qui sont très généralistes, mais quand on est senior,
c'est très compliqué de trouver une formation pour monter en compétences. Et Marcom vient remplir ce vide-là. Au lieu d'aller à l'étranger pour rencontrer des experts internationaux, ben on a ramené les experts. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui vont intervenir, mais pas que. Il y a aussi de très bons experts algériens, des gens qui travaillent en entreprise, qui ont une vraie expertise construite sur leur expérience, qui vont venir partager leurs connaissances. Et même dans la salle, il y a des personnes de niveaux différents et donc justement on va pouvoir échanger entre nous aussi pour apprendre de nouvelles choses, apprendre des expériences des uns et des autres. Donc c'est un événement qui nous permet nous de partager peut-être les coûts de la formation si chacun de nous devait aller à une formation quelque part. Donc partager les coûts et surtout ça nous permet de nous rencontrer pour échanger sur nos métiers. Et ça, il n'y avait pas aujourd'hui un événement pour ça. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait se rencontrer entre marketeurs et communicants et échanger sur nos expériences, sur nos difficultés, sur les challenges, etc. Effectivement, et donc rendez-vous pris demain et après-demain, justement. Tout à fait. Pour encore une fois concrétiser tous ces objectifs, je voudrais quand même revenir un peu sur les ateliers, sur les workshops qui seront donc organisés durant ces 2 journées-là. Alors d'abord, qui va bénéficier de ces workshops? Alors, nous avons un partenaire qui a mis en place une très belle plateforme d'inscription. Donc dès que les inscrits vont recevoir leur badge, ils auront aussi la possibilité de s'inscrire au workshop. Donc il y a des places limitées. Donc on a voulu faire en sorte qu'il y ait des petits groupes pour que les gens puissent vraiment profiter de l'expérience. Il y a une quinzaine de workshops. Il y a même et on va enregistrer aussi un podcast sur la conférence avec différentes thématiques. Donc les participants pourront choisir sur la plateforme ce qu'ils ont envie de découvrir. Donc, pourront choisir assister au podcast, assister à un ou 2 workshops particuliers et ils pourront donc en profiter avec des experts qui vont venir partager leur expertise. Voilà. Et les thématiques donc par rapport au workshop? Alors, nous avons communication de crise, nous avons marque employeur avec Emploatique, nous avons aussi un workshop sur le personal branding avec Favicon, qui est une entreprise qui sort tous les ans d'ailleurs un classement. D'ailleurs, tout le monde le surveille sur LinkedIn. Oui, effectivement. Ce classement, tout le monde le surveille sur LinkedIn. Oui. Donc, les personnes qui gèrent ce classement vont venir partager les tips pour monter dans le classement. Je pense que ça intéresse tout le monde aujourd'hui. Nous avons un donc sur la RSE. Un sur la data, donc comment aujourd'hui optimiser ses campagnes grâce à la data, et on a encore un sur l'IA et la gestion des réseaux sociaux avec une solution développée par une start-up algérienne, un jeune homme brillant qui a développé donc sa propre solution pour la gestion des réseaux sociaux grâce à l'IA. Donc il va venir aussi faire un workshop sur sa solution. Voilà. Donc il y a un peu de tout. Finalement, ce sont des formations à 360 degrés, j'ai envie de dire. Tout à fait. Donc au-delà des conférences qui sont très focus sur l'IA, les workshops, eux, sont là pour vraiment monter en compétence sur des domaines précis. Bien sûr, ça ne suffira pas, mais c'est un bon début pour peut-être déjà pour identifier probablement ses besoins, pour identifier ses manquements, pour pouvoir par la suite cibler encore mieux ces formations par la suite. En tout cas, rendez-vous pris pour demain. Demain, et après 7 et 8 au Hayat El Agency de 9h à 17h. Voilà. Et c'est la première édition et on espère que ça va s'instaurer comme une véritable tradition. Nous, c'est ce qu'on veut. En tout cas, c'est première, il y a une deuxième. J'espère. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, très belle réussite pour ce lancement, Inch'Allah, pour cette première édition. Inch'Allah, et avec un très bon bilan. Inch'Allah. Nous, on est très confiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Leïla, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, je rappelle, vous êtes l'organisatrice de Marcom Conférence. Et je rappelle, rendez-vous, ce sera pour demain et après-demain. Merci encore une fois. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la santé, puisque le ministère de la Santé a lancé 3 campagnes de vaccination, justement, contre la poliomyélite. Et première campagne donc, va s'achever aujourd'hui. Elle a commencé le 30 et elle va s'achever aujourd'hui. Deuxième campagne, elle commencera donc du 21 décembre et se poursuivra jusqu'au 27. Une troisième campagne aussi qui sera lancée du 25 janvier au 31 janvier. Soyez donc au rendez-vous. Ces campagnes, donc, nous allons revenir avec un peu plus de détails dans ce reportage donc signé Nawal Benjilali. On se retrouve juste après.
La poliomyélite, dite polio, est une maladie virale très contagieuse qui envahit le système nerveux et peut causer une paralysie irréversible. Ensemble, unis contre la poliomyélite. L'Algérie lance une mobilisation nationale pour ses enfants à travers une campagne de vaccination contre la poliomyélite qui vise une cible très précise de 4,4 millions d'enfants âgés de 2 à 59 mois, considérés comme la tranche la plus vulnérable. Alors la poliomyélite, c'est une maladie très dangereuse pour l'enfant dans le cas où il l'attrape. Donc ça peut donner des paralysies flasques, donc paralysie des jambes, et ça va empêcher l'enfant de marcher. Ces journées de vaccination, elles ont été préparées en amont. Donc nous avons eu beaucoup de formations à tous les niveaux, par le ministère de la Santé, avec des superviseurs. Ça a été une formation en cascade. Entre les superviseurs. Ensuite, ça a été au niveau des structures, des centres de santé, tout le personnel médical, paramédical, péricultrice, sage-femme, pharmacien. Tout le monde a été formé pour prendre part à cette campagne de vaccination et pour la réussite de cette campagne. La campagne se déroule selon un programme rigoureux, en 3 passages distincts, conçus pour assurer une protection maximale. Il y aura 3 phases, donc ces journées du 30 au 6 décembre. Il y aura des rappels à la fin décembre et il y aura en janvier aussi une autre vaccination. On est obligé de faire ces 3 rappels. Pourquoi? C'est pour arrêter cette maladie et c'est à l'échelle mondiale. La campagne de vaccination massive agit comme un rempart proactif pour maintenir le statut du pays libre de polio et protéger les générations futures contre cette maladie invalidante. Chaque enfant vacciné est une victoire décisive pour la santé publique. C'est important et c'est la santé de nos enfants. Je me demande comment il y a des mamans qui pensent que faire vacciner leurs enfants, c'est un risque. Alors que c'est tout à fait le contraire. Genre, on doit protéger nos enfants, on doit respecter la vaccination, c'est très très important. On ne voit plus de cas de polio, ça fait des années. Et là, finalement, il y a eu quelques cas qui donnent des paralysies définitives. Il n'y a même pas de traitement. Et le seul traitement, si vous voulez, entre guillemets, c'est la prévention, c'est le vaccin. Grâce au vaccin, on évite toute cette paralysie. Et même un peu tuer aussi cette maladie. Donc j'encourage les parents, c'est rien du tout, ce sont que 2 gouttes quand on est au niveau de la bouche de l'enfant. Moi je lance le message aux parents et je dis que c'est très important parce que le risque d'attraper la polio, c'est très dangereux. Donc je les incite à se présenter au niveau de la PMI pour se faire vacciner, recevoir leur dose de vaccin. Et voilà, c'était donc la campagne de vaccination contre la polio. C'est Nawal Benjilali qui s'intéresse à ce sujet. Donc 3 campagnes lancées par le ministère de la Santé. Première campagne donc va s'achever aujourd'hui. Deuxième campagne qui débutera le 21 de ce mois jusqu'au 27. Et une troisième campagne donc du 25 au 31 janvier. Soyez en rendez-vous donc pour tous les enfants donc dès la naissance jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est la meilleure façon de prévenir toutes sortes de maladies, particulièrement la polio qui malheureusement, on l'a vu dans le reportage, peut causer donc des handicaps et des handicaps à vie malheureusement. Voilà, donc toujours parlant de santé, cette fois nous allons parler encore une fois hygiène de vie, hygiène alimentaire, particulièrement en cette période hivernale, en cette période de froid. Quels sont les aliments qu'on devrait privilégier en cette saison? C'est Ania Srel qui va répondre à cette question et ce sera juste après cela. Bonjour Ania. Bonjour Reda. Comment ça va? Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Le froid, la pluie nous sont bien servis ces temps-ci. Oui, moi j'adore ça. Ah oui. Ah, je ne sais pas vous, moi. Voilà, moi j'adore, surtout quand c'est la saison pour. Donc ça nous permet de vivre la saison pleinement. Exactement. Voilà. Mais qui dit hiver dit quand même plus de nuages, moins de soleil, même si on est quand même assez chanceux. Dans notre pays, on a pas mal de soleil. Mais il y a quand même... Une dizaine de mois dans l'année... C'est une véritable bénédiction. On ne s'en rend pas assez compte pour la forme, le moral, la vitamine D, c'est essentiel. Bref.
On va parler quand même de l'hiver. Il y a quand même ce ciel qui est plus nuageux, il y a plus de froid, ce changement de température. Et en hiver, on le sait tous, il y a donc moins de vitamine D, il y a plus de germes dans l'environnement, il y a l'immunité qui a tendance à être un petit peu plus fragile avec tous ces changements de température, avec ce froid. Et on tombe un petit peu plus souvent malade quand même, c'est la période de la grippe, c'est la période où on fait le plus de bronchites. C'est la période des Exactement. Et on est un petit peu plus fatigué aussi. En automne, en hiver, il y a plus de fatigue, il y a plus de baisse de morale parfois. Il y a des personnes qui font des dépressions saisonnières pendant l'hiver. Ils se sentent beaucoup plus fatigués, même moralement, à cause du mauvais temps. Et il y a des aliments, l'alimentation a toujours une petite solution pour tout, vous allez me dire. J'ai l'impression que ce n'est pas une petite mais une grande solution à tout, hein, finalement. Exactement, donc on va parler des aliments, pas des aliments miracles, on va dire les aliments phares de l'hiver, les aliments qu'il faut avoir dans son assiette en hiver. On ne va pas faire des fausses promesses, il ne suffit pas de consommer un aliment pour avoir un effet immédiat. Ce n'est pas des médicaments ou des produits chimiques qui ont un effet qu'on voit tout de suite. C'est toujours, il faut le rappeler, un effet qui est cumulé, c'est-à-dire quand vous consommez cet aliment en hiver, il faut le consommer vraiment régulièrement. Périodiquement, régulièrement, oui. Voilà, pour pouvoir voir un résultat au niveau de votre corps. Il faut aussi ne pas oublier, avant d'entamer le cœur du sujet, rappeler qu'il faut que ce soit varié. Il faut toujours que ce soit varié. Ce n'est pas parce que ces aliments-là sont des aliments phares de la saison hivernale qu'il faudrait se concentrer seulement sur ces aliments-là. Donc voilà, une fois qu'on a parlé de cet effet cumulé et du fait de devoir varier son alimentation, quels sont ces aliments? Certains sont assez connus, d'autres sont plutôt légèrement négligés. Pourtant, c'est vraiment leur place. L'hiver, c'est leur saison. D'ailleurs, s'alimenter selon les fruits de saison, selon les légumes de saison, c'est aussi rester dans cet esprit de logique, de bon sens. La nature, c'est ce qui est bon pour nous à telle ou telle période. Et c'est donc plus adapté de suivre son alimentation selon les fruits et les légumes de saison. Bien dormir, évidemment, bien s'hydrater aussi, il ne faut pas l'oublier. On a tendance à oublier de boire, de consommer de l'eau pendant cette saison-là. Il fait moins chaud. On a tendance à s'oublier. On peut toujours compenser avec des infusions, ce qui est très bien. Mais il y a aussi de l'eau dans les agrumes. Les agrumes, premier aliment, voilà, c'est les agrumes. C'est les agrumes, c'est par évident. excellence. Voilà, de la clémentine bien algérienne. En plus, nous avons eu de la chance. Hein. Ces 2-3 dernières années, elles sont succulentes. Oui, c'est vrai, très goûteuses, très sucrées, enfin, dans le bon sens. Oui, dans le bon sens, voilà. Parfumées, on va dire. Donc, alhamdoulilah. Donc, les agrumes, que ce soit les oranges, les citrons, les clémentines, les pamplemousses, c'est très riche en vitamine C. La vitamine C qui est la vitamine idéale pour protéger l'immunité, car elle participe au fonctionnement du système immunitaire sans rentrer dans les détails. Elle participe à nous donner de l'énergie dont on a besoin pendant cette période-là. Donc, des agrumes le plus régulièrement possible. Ce qui est intéressant dans les fruits complets, il faut prendre le fruit complet, on le rappelle jamais assez. Les jus pour le goût de temps en temps, mais on a besoin aussi des fibres qu'il y a dans ces agrumes-là, dans ces fruits-là, pour pouvoir mieux digérer le sucre, mieux l'absorber. Et les fibres sont très importantes, encore une fois, pour le microbiote intestinal qu'il faut aussi préserver pendant cette période-là et pour le fonctionnement cellulaire. Voilà, donc les agrumes, c'est fait. Le miel, évidemment, le miel, quand on parle de miel, on ne parle pas de faux miel. Pour les agrumes, Ania, si tu permets. Alors, les agrumes, c'est très bon, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons une variété d'agrumes. Donc, même si on n'aime pas un, on peut toujours remplacer par un autre. Exactement. En fait, c'est une aubaine aussi, hein, exactement. N'est-ce pas? Exactement. Et nous avons 4, 5, 6 on en a variétés plusieurs d'agrumes. Voilà. Le pamplemousse rouge, le pamplemousse jaune, orange, clémentine, mandarine. C'est ça, on a le choix. Citron. On a le choix, c'est ça. On peut les consommer de différentes manières, mais on conseille toujours en nutrithérapie le fruit complet. Le fruit complet, oui. À privilégier par rapport au jus de fruits. C'est un petit peu une erreur
de penser que les jus de fruits sont meilleurs ou sont... Voilà, les fibres sont très importantes. Les fibres qu'il y a à côté de cette vitamine C, c'est important. Et vous me rappelez d'ailleurs le fait que pour la vitamine C, il y a aussi, à chaque fois que je vais citer un aliment, je vais vous donner quelques-uns à côté qui ont pratiquement le même effet. Le poivron, avec toutes ses couleurs aussi. Le poivron qui est très très riche en vitamine C. Seulement, il faut savoir que la vitamine C est une vitamine hydrosoluble. Elle est plutôt fragile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... que l'aliment soit qu'il soit cuit ou qu'il soit trop froid, ni congelé, ni cuit, pour préserver cette fragile vitamine C et pouvoir dire j'ai pris de la vitamine C. Si vous avez cuit par exemple le poivron, si vous avez, c'est pas le top. C'est-à-dire que le mettre sur le plat cru, un tout petit peu, ça reste mieux qu'en prendre beaucoup qui est déjà cuit ou pire frit. Donc voilà. Ça, c'était la petite parenthèse vitamine C et préservation des bienfaits de la vitamine C. Le miel, le vrai miel, bien sûr. Le miel nature. Le miel a des propriétés anti-inflammatoires, on le sait, et donc il va participer à protéger les muqueuses, surtout tout ce qui est sphère ORL, tout ce qui est même par rapport au tube digestif, c'est un véritable cicatrisant. Il a un pouvoir cicatrisant naturel, encore une fois avec modération car il a un pouvoir quand même assez sucrant. On peut le prendre soit à jeun le matin ou de préférence dans une infusion. Voilà. Quand on est malade à jeun le matin, mais pas tous les jours. Le sucre, c'est pas pour le matin. Voilà, on le sait. Maintenant, je pense qu'on le sait. C'est plutôt pour les infusions. Ça évite d'ailleurs de les sucrer avec du sucre blanc. On peut les sucrer avec du miel en petite quantité. Ça, c'est un petit rappel en plus. On va parler de gingembre. Le gingembre. Si vous n'aimez pas le gingembre, pour le manger nature, vous pouvez... Ça, c'est excellent, par contre, sous toutes ses formes. Voilà, que ce soit en infusion, que ce soit sur vos plats, que ce soit sur vos salades, le gingembre, et ça fait partie de la liste, vous savez, en nutrithérapie, il y a des aliments qu'on surnomme, on ne les appelle pas, ce n'est pas des appellations scientifiques, on les surnomme les alicaments, c'est-à-dire les aliments médicaments. Voilà, les alicaments, tellement ils ont un effet... excellent pour la prévention. Car là, on est toujours dans la prévention des maladies. Prévenir, c'est toujours bien plus facile que guérir. Et donc, le gingembre, c'est parfait. Il a un pouvoir antioxydant puissant. Il a un pouvoir anti-inflammatoire reconnu. Et on peut aussi citer à côté les mêmes types d'épices qui ont un petit peu ces effets-là. La curcumine, le curcuma qui est très intéressant aussi en hiver, il va avoir un effet anti-inflammatoire assez puissant et donc il va être un allié. Il y a des épices, on va dire, qui sont des alliés de l'hiver, spécialement de l'hiver. Ça a un effet antiseptique aussi, ça va renforcer notre immunité, ça va renforcer le fonctionnement immunitaire, ça a directement un effet sur le processus de l'inflammation. La curcumine qui est, on le rappelle, activée souvent par le poivre noir. C'est-à-dire que quand vous mettez sur votre... toujours pas cuite, évidemment, et toujours préférez qu'elle soit nature et la broyer soi-même. Voilà, le curcuma par exemple, au lieu d'acheter des poudres, on ne sait pas toujours, la provenance exactement. Donc saupoudrer sur son assiette par exemple, et ajouter du poivre noir, c'est goûteux et ça vous aide en hiver à réellement protéger votre sphère ORL de tout ce qui est inflammation de votre corps, généralement. C'est un véritable aliment détox, anti-inflammatoire, antioxydant, c'est un alicament. Voilà, il porte très bien son surnom, c'est un véritable alicament. On a aussi les noix. Les noix, vous êtes un peu gourmande, Nolfouda, donc j'ai préféré mettre tout ce qui est bon pour commencer. J'ai laissé quelques petites... Finalement, Ania, tu as tout compris. Voilà. Eh bien, il y a les noix, les fruits oléagineux de façon générale, mais plus précisément les noix et les amandes. Les noix, pourquoi? Les noix contiennent des oméga 3, des bonnes graisses aussi. On a besoin de gras de qualité. Pour cette période d'hiver, sachant que les membranes cellulaires, le cerveau, le fonctionnement cérébral, on a parlé du stress, de la fatigue, donc il faut aussi booster cet aspect
neurones, ce côté système cérébral. Et pour son bon fonctionnement, pour éviter les carences et pour qu'il puisse fonctionner tout seul très bien, il faut des oméga 3, des oméga 6 et les noix en contiennent en très bonne quantité et contiennent des bonnes graisses qui vont apporter ce bon fonctionnement cellulaire et donc nous aider à réduire la fatigue, le stress. Quand ça va bien, quand il n'y a pas de carence, on a plus de chances que tout fonctionne beaucoup mieux. Pour les oméga 3 et les oméga 6, on va rajouter aussi les œufs. Oui. Et pour la vitamine D aussi, il contient de la vitamine D. La vitamine D, on en a parlé déjà, c'est l'exposition au soleil, mais on en trouve aussi dans l'assiette. Donc les œufs, les poissons, les noix, tout ça, ça va contribuer à augmenter la vitamine D. Vous savez, quand vous faites une petite carence en vitamine D, sachant que c'est très fréquent, vous vous sentez systématiquement fatigué, systématiquement stressé, et une cure qui est bien suivie en vitamine D, que ce soit de façon thérapeutique, par traitement pharmacologique on va dire, mais encore mieux en préventif dans notre assiette de façon naturelle, ça va vous aider vraiment en hiver à avoir plus la forme, plus la pêche, pour être moins fatigué, moins stressé et plus prêt à affronter l'hiver. L'hiver. Alors, les œufs, les noix, si tu permets, Ania, à quel moment de la journée? Les noix, vous pouvez en prendre à tout moment, mais comme on l'a déjà dit, pour tout ce qui est bonne graisse, que ce soit les noix, les œufs, l'huile d'olive, c'est le groupe des bonnes graisses, on va essayer de les laisser pour le matin. Pour le matin, on évite tout ce qui est sucre, tout ce qui est trop excitant. Même le café, d'ailleurs, c'est censé être après avoir mangé et pas à jeun, car on a déjà un pic de cortisol qui est déjà suffisant. On ne va pas en rajouter, mais les graisses sont très bien métabolisées dès le matin, beaucoup mieux qu'en fin de journée ou même en milieu de journée. Donc le matin, de préférence. Un yaourt blanc, un yaourt nature, des noix dedans, ça fait partie. Quand on n'aime pas trop les œufs, ça fait partie des aliments on peut varier quand même le matin. Même si on se focalise sur les bonnes graisses, sur l'éviction du sucre, sur les protéines aussi, on va essayer de se focaliser sur ça. On peut quand même varier les petits déjeuners le matin qui sont plus sains. Si on n'aime pas que les œufs, voilà. Les poissons, on en a parlé, les sardines, les anchois sont riches en oméga 3, on peut en consommer régulièrement en hiver, même si on a tendance plus à en consommer en été, mais c'est en hiver qu'on devrait en consommer le plus, car les oméga 3 rentrent directement dans le fonctionnement normal du système immunitaire, et donc on va le booster en hiver au travers de tout ce qui en contient, c'est-à-dire les œufs, les poissons, les noix. C'est vitamine D, oméga 3, oméga 6 en même temps. Donc vous avez tout ça réuni dans un tout petit groupe d'aliments. C'est une super façon d'activer son système immunitaire, ou plutôt pas de l'activer, j'utilise des mots un peu forts, mais de lui permettre d'avoir ce qu'il faut pour fonctionner comme il faut. Correctement. Voilà. On va parler le meilleur pour la fin, c'est les meilleurs alicaments. On en consomme généralement souvent dans nos plats traditionnels, mais il faudrait penser à les ajouter crus le plus possible, à les ajouter peut-être même dans les soupes par exemple. C'est une très bonne façon de les consommer, surtout pour les enfants s'ils n'aiment pas ça directement. Longue introduction pour parler de ces deux stars, c'est l'oignon et l'ail, évidemment. L'oignon et l'ail, pourquoi ? On a parlé d'immunité, on a parlé d'énergie, de vitamine C, on a parlé de forme, on a parlé de protection des membranes cellulaires, de tout ce qui booste l'énergie, mais on n'a pas parlé de tout ce qui est antibactérien, antifongique, antiseptique, cet effet qui va pas protéger de l'inoculation du virus ou de la bactérie, mais qui va nettement renforcer le système immunitaire en empêchant la multiplication de ces germes-là dans le corps. Il va empêcher leur multiplication et leur propagation. Et ça a été prouvé scientifiquement, ce n'est pas juste une idée. L'ail et l'oignon, surtout crus, mais même en soupe, ont un effet très protecteur pour lutter contre les germes qu'on a tendance à choper, à attraper en hiver. Et donc, il ne faut surtout pas oublier de les prendre très régulièrement pendant cette saison hivernale. Et puis c'est très intéressant, Ania, parce que tous les aliments que tu nous as présentés font partie déjà du régime méditerranéen. Exactement. Donc ce sont des aliments qu'on connaît. Qui est le meilleur. Voilà, qui sont Mais on a tendance à l'oublier, on a tendance à aller vers un autre type d'alimentation qui n'est pas vraiment le nôtre.
et qui n'est pas forcément sain. Retour aux sources, le mot d'ordre d'aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup pour tous ces conseils. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils. Merci beaucoup, Ania. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable semaine à tous. Vous retrouverez mon ami Amal Almi dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai vendredi prochain. Inch'Allah. Excellente semaine. Au revoir. عليا ما يدوم الحوال ما دامت القلوب نقية وانت راس مالي علاش تمشي غزالي سهرة حلال